On est au début du XVIe siècle. Le monde qu'on connaît est encore celui des anciens, celui qu'on hérite d'Aristote, de Ptolémée, des grands penseurs grecs et arabes. Pour tout le monde, la Terre est ronde, mais surtout, elle est au centre de l'univers. Tout tourne autour de nous. Les planètes, le Soleil, la Lune, les étoiles fixes, bref, tout. Et ça paraît logique, parce qu'on vit sur Terre et on ne ressent aucun mouvement. Puis on observe le Soleil tourner autour de nous, non? Pareil pour la Lune. Alors, pourquoi douter? Pourtant, au milieu de cette certitude millénaire, un homme va poser une question qui a l'air simple, presque naïve, mais qui va renverser toute notre vision du cosmos de l'époque. Cet homme, c'est Nicolas Copernic. Ce qu'il va faire, c'est plus qu'un simple détail technique dans des calculs astronomiques. Il va changer la place de l'humanité dans l'univers. Avant lui, on pensait qu'on était au centre, que la Terre gouvernait tous les astres car l'humanité habitait la Terre, ce qui correspondait à la volonté de Dieu. Après lui, on devient un petit point qui tourne autour du Soleil. Et ça, c'est énorme. Mais ça dérange quelques personnes et institutions. Parce que si on enlève Copernic de l'histoire, tout le reste s'écroule. Pas de Kepler, pas de Galilée, pas de Newton, pas de physique moderne, pas de science telle qu'on la connaît. C'est un domino géant qui commence avec lui. Alors bien sûr, cette découverte aurait été faite tôt ou tard, mais au bout de combien de temps après Copernic, s'il n'avait pas existé? 10 ans, 100 ans, voire 200 ans? Mais le plus fou, c'est qu'aujourd'hui, on croit connaître Copernic. On croit que c'est juste le type qui a dit que la Terre tournait autour du Soleil. Comme si c'était la seule phrase qu'il avait dite, et c'est tout. Mais en vrai, il y a toute une histoire derrière. La vie d'un homme, avec ses contradictions, ses doutes, son courage et ses compromis. Parce que Copernic, c'est un étudiant qui a voyagé. Un homme d'église qui devait jongler avec les dogmes. Un administrateur qui avait des responsabilités très concrètes. Un penseur qui a pris des risques énormes en écrivant son livre. Et c'est ça qu'on va voir ensemble. On va plonger, comme d'habitude, dans ses origines, dans son enfance, pour comprendre d'où il vient et ce qu'il a formé. On va le suivre dans ses années de formation universitaire où il apprend non seulement les maths et l'astronomie, mais aussi la médecine, le droit et la philosophie. On le retrouvera en Italie, au cœur de la Renaissance, là où les idées circulent et où il s'imprègne d'une culture totalement nouvelle. Et on verra aussi comment il a dû vivre entre deux mondes, celui de la science et celui de l'Église, avec toutes les tensions que ça implique. Mais on montrera surtout comment, malgré tout ça, il n'a jamais lâché ses réflexions astronomiques. Comment il a travaillé pendant des décennies dans l'ombre, avec patience, avant de décider ce qui allait devenir sa grande œuvre. Bon, je vais pas tout vous spoiler dès l'introduction, vous allez voir que sa vie est fascinante. En tout cas, moi j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 10e épisode de Portrait sur cette chaîne, et c'est une série qui vous plaît beaucoup, donc pour ça merci beaucoup. Si vous avez des scientifiques que vous souhaitez que j'aborde, enfin que je raconte leur vie, etc., bah dites-moi. Aussi évidemment, n'oubliez pas de remercier l'équipe derrière, parce que c'est grâce à eux qu'il y a toutes ces vidéos sur cette chaîne, et que vous pouvez profiter de plein de vidéos comme ça. Leur nom, c'est en description, donc voilà, j'ai envie que vous les connaissiez un petit peu plus. Comme à notre habitude, on va prendre un petit commentaire, et on va y répondre. Bravo à toi, j'avoue que je ne regardais plus tes vidéos depuis un bon moment, j'avais même laissé un com pas très sympa sur la dernière que j'avais vue. Force est de reconnaître que celle-ci m'a bien passionné. Donc là, c'est sur la vidéo sur l'axe du mal. Les bonnes vidéos sur ces thèmes de l'astrophysique et de la cosmologie deviennent rares, alors j'espère que tu vas continuer à en produire. Force à toi. Merci beaucoup. Je sais pas pourquoi t'avais dû laisser un com négatif, peut-être j'avais dit des bêtises, je sais pas. En vrai, je vais te demander, tu vois, on verra ce que tu me réponds. Mais bah, trop gentil, en tout cas, merci beaucoup. Je sais pas si, comme tu le dis, les vidéos sur l'astrophysique et la cosmologie deviennent rares, parce que moi, je trouve qu'il y a plein d'autres créateurs de contenu qui font des vidéos incroyables. Je pense à Balade Mentale, à AstronoGeek et autres qui font des vidéos trop cool. Et moi, je trouve ça cool, dites-moi ce que vous en pensez. Mais je trouve qu'on a, entre un peu les créateurs de contenu d'astronomie, d'astrophysique et tout, vraiment une manière de traiter l'information et une manière de parler, de présenter le format. Et je trouve ça vraiment cool. Parce que même s'il y a des sujets qui peuvent se ressembler, évidemment, parce qu'en astrophysique, il n'y a pas non plus... Enfin, si, il y a plein de sujets, mais je veux dire, il y a forcément des sujets qui vont se joindre, qui vont se ressembler, etc. Enfin, moi, j'ai déjà parlé des trous noirs plein de fois, je suis sûr que Balade Mentale l'a fait aussi, je suis sûr qu'AstronoGeek l'a fait aussi, et Petit Astronome aussi, enfin...
Voilà, évidemment qu'il y a des sujets qui se joignent, mais je trouve qu'ils sont traités à chaque fois différemment et je trouve ça vraiment cool. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, parce qu'on m'a pas mal reproché, enfin surtout au début, de faire un peu comme les autres, de pas être original et tout. Mais en soi, moi j'ai envie de répondre que bah forcément, il y a des sujets phares qui sont un peu incontournables, de parler de matière noire, d'énergie noire, de trous noirs, etc. C'est vraiment des gros sujets que c'est pas normal si je les traite pas sur ma chaîne, vous voyez. Après, il y a d'autres sujets plus spécifiques. L'axe du mal, c'est un sujet qu'on entend, enfin, je pense, dont on n'entend pas trop parler. Faire les portraits comme je le fais aussi, je trouve que c'est aussi un petit peu original, mais même, c'est pas non plus moi qui l'ai inventé pour autant. Donc voilà, je trouve ça cool. Il y a un peu cette manière de se démarquer, voilà, c'est jamais trop ressemblant. Et je trouve ça sympa. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout. En vrai, c'est cool, ça apporte un peu un débat. Bref, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, c'est gratuit et ça permet de soutenir la chaîne. De liker aussi cette vidéo, pareil, ça donne un petit bonus. Et puis, si vous souhaitez même soutenir le développement de la chaîne, vous pouvez la rejoindre. Vous pouvez scanner ce QR code là, il y a le lien en description et en commentaire épinglé. Et vous avez juste à cliquer du coup sur le lien. Et en fait, en l'échange d'abonnements qui du coup sont payants, ça vous permet de bénéficier d'avantages exclusifs sur la chaîne, comme voir les vidéos en avant-première. Alors évidemment, c'est pas obligatoire, dans tous les cas, que vous ayez l'abonnement ou pas, vous verrez la vidéo quand même parce que ça sera toujours publié en public un jour ou l'autre. Mais voilà, pour ceux qui veulent un petit peu prendre plus d'avance et avoir même d'autres avantages, et bien voilà. Sur ce, on a fait le tour, on est parti. Alors, pour bien comprendre qui était Copernic et comment il a fini par changer de manière définitive la vision du monde entier, faut déjà revenir à ses origines. Parce que c'est là que tout commence. On est au XVe siècle, en 1473, dans une petite ville qui s'appelle Toruń, en Pologne. C'est pas une capitale, c'est pas une cité impériale avec des palais ou des académies de savants. Toruń, c'est une ville commerçante, une ville qui vit grâce aux échanges. On est au bord de la Vistule, un fleuve hyper important pour le commerce du temps, et cette position fait que des marchands passent, que des bateaux arrivent, et que des produits circulent. En gros, Copernic naît dans une ville qui est tout sauf fermée. C'est une ville où l'on entend parler de plein de choses, où l'on croise des cultures différentes, et où il y a du mouvement. Et rien que ça, eh ben ça joue. Parce que grandir dans un endroit où les idées et les marchandises circulent, ça ouvre l'esprit, même si on n'est pas encore conscient. Son père, il s'appelle aussi Nicolas. C'est un marchand. Pas un marchand pauvre, non, c'est un gars qui réussit dans le commerce, qui est plutôt bien installé, avec une position sociale respectable. Sa mère, Barbara, elle vient aussi d'une famille qui a un peu de moyens. Donc Copernic n'est pas né dans la misère. Il grandit dans une maison où, sans être de la grande noblesse, on est quand même à l'aise. Ça compte parce que ça veut dire qu'il a accès à une éducation, à des contacts et à un environnement où on attend des enfants qu'ils fassent quelque chose de leur vie. On n'est pas dans un contexte où un enfant est destiné à reprendre juste la ferme du père ou à survivre tant bien que mal. Mais la vie, elle n'est pas toujours simple. Son père meurt assez tôt, quand Copernic est encore jeune. Et là, c'est un moment clé. Parce que normalement, quand son père disparaît à cette époque, ta situation peut vite devenir fragile, surtout si la famille dépendait beaucoup de lui. Mais Copernic a de la chance parce qu'il a un oncle qui va jouer un rôle énorme dans son éducation. Son oncle, c'est Lucas Watzenrode. Pas facile. Et lui, c'est pas n'importe qui, c'est un ecclésiastique, quelqu'un d'important dans l'église. Et surtout, un homme cultivé qui comprend la valeur des études. Du coup, quand il prend le petit Nicolas sous son aile, il ne se contente pas de l'élever comme un simple tuteur. Il décide d'en faire un garçon instruit, quelqu'un qui va avoir les moyens de faire des études sérieuses. Et ça change tout. Parce que Copernic, dès son enfance, baigne dans cette idée que l'apprentissage et les connaissances, c'est la clé. Il grandit avec une figure paternelle de substitution qui valorise la culture, la lecture, les sciences et aussi la religion. Parce que l'Église, à ce moment-là, ce n'est pas juste une institution spirituelle, c'est aussi le centre de la vie intellectuelle. Donc il est plongé très tôt dans un monde où réfléchir, comprendre et apprendre, ça a du sens. Et ça donne une place dans la société. Alors, est-ce qu'on peut dire que petit Copernic rêvait déjà d'astronomie en regardant les étoiles? Honnêtement non. C'est pas décisif et c'est pas comme ça que ça marche. On n'a pas de traces d'un jeune passionné par les planètes à l'âge de 10 ans. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il avait une curiosité, une rigueur, une capacité à apprendre qui ont été remarquées. Le contexte joue beaucoup. Il vit dans une maison où on a les moyens de lui donner des livres, de lui payer de l'éducation, et il a un tuteur qui sait que l'avenir de cet enfant passe par les études. Ça plante une graine. C'est vraiment comme si son enfance avait posé les bases
sans qu'il le sache, de ce qui allait devenir son destin. Parce qu'on parle souvent des grandes découvertes comme si elles sortaient de nulle part, comme si un génie surgissait d'un coup. Mais en réalité, tout se construit. Et dans le cas de Copernic, ce socle, c'est une ville commerçante ouverte sur le monde. Une famille pas pauvre, mais pas aristocratique. Un père disparu qui laisse un vide, et surtout un oncle qui décide que ce vide va être comblé par l'éducation et par une trajectoire intellectuelle. Et c'est dans ce contexte-là, dans ce mélange d'ouverture, de stabilité sociale et de discipline intellectuelle, que le jeune Copernic a commencé à se forger. Avant même qu'il ne touche à l'astronomie, avant même qu'il n'ait conscience qu'il allait changer le monde, il avait déjà les conditions idéales pour devenir quelqu'un qui ne se contente pas d'accepter ce qu'on lui dit, mais qui cherche à comprendre par lui-même. Quand il quitte Toruń pour Cracovie, Copernic n'a pas encore l'étiquette du type qui va changer notre perception. Il part parce que son oncle veut pour lui une vraie formation. Et parce que Cracovie, à l'époque, regroupe les esprits curieux. L'université rayonne déjà sur toute l'Europe centrale. On y vient pour apprendre la logique, la grammaire, la rhétorique, puis on enchaîne avec l'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie. Dit comme ça ressemble à un programme scolaire un peu poussiéreux, mais sur place, c'est complètement autre chose. C'est animé, c'est vivant. Les cours se donnent en latin, les maîtres écrivent à la craie sur les planches, et les étudiants copient sur des feuillets à l'allure des chandelles. Et surtout, il y a ce ciel qui sert d'horloge à toute la société. On lit le temps, les saisons, les fêtes religieuses, les récoltes à partir des mouvements des astres. À Cracovie, les mathématiques ne sont pas seulement des chiffres sur une page. Elles sont la clé pour comprendre ce qui passe au-dessus de la tête des étudiants. Très vite, Copernic accroche aux maths et à la géométrie. Il aime l'idée que les figures tracées à la plume puissent dire quelque chose de vrai sur le monde réel. On lui fait découvrir Euclide et ses travaux, avec ses raisonnements qui s'emboîtent comme des briques bien taillées. On lui montre comment un triangle, un cercle, une proportion peuvent devenir des outils pour mesurer des distances que personne ne pourra jamais atteindre avec les pieds. Et puis, il y a l'astronomie, l'ancienne, celle qu'on appelle encore la science des sphères. On lui met entre les mains des instruments simples et malins comme l'astrolabe, le quadrant, les armilles qui matérialisent les cercles du ciel. Il apprend à lire la hauteur d'une étoile, à noter l'angle, à convertir des mesures. Pour le commun des mortels, c'est pas très impressionnant, et je vous l'accorde. Sauf quand ces conversions et mesures permettent de retomber sur nos pas. Son premier vrai contact avec l'héritage ancien arrive par les livres, qui circulent dans les salles d'études. Il découvre le petit traité en vogue sur la forme du monde, un manuel clair qui pose la Terre au centre et les cieux autour. On lui montre aussi les tables venues d'Espagne, faites pour prédire les positions des planètes. Il tombe sur des résumés élégants de l'œuvre de Ptolémée, réécrits par des érudits plus proches de lui, dans le temps, qui ont tenté de rendre digeste cette quantité énorme d'informations sur les géométries célestes. Dans ces textes, on sent les traces d'un long voyage, passé par les écoles du monde arabe, enrichi, traduit, corrigé. Copernic comprend que l'astronomie est un grand dialogue à travers les siècles et les langues. Ce qu'il lit n'est pas seulement de la théorie. Ce sont des recettes pour prédire où sera Mars demain, ou c'est aussi une tradition de calcul dont dépendent les calendriers et les éclipses. À Cracovie, il ne tombe pas sur des maîtres sévères ou pédagogues. Il y en a qui aiment discuter, pointer ce qui cloche, confronter le ciel qu'on voit et le ciel qu'on calcule. Et certains ont déjà tordu le nez sur des artifices de la vieille mécanique céleste. Ils montrent que pour faire coller les chiffres aux observations, on a empilé des cercles sur des cercles, des centres décalés, des trucs qui marchent mais qui laissent de drôles d'odeurs. Copernic n'est qu'au début, pourtant il y capte l'essentiel. Il écoute des cours où l'on parle d'astres comme d'objets qui suivent des règles, pas comme des dieux capricieux. On lui fait refaire les calculs à la main, on lui demande de tracer les mêmes schémas que ceux des livres, et de vérifier que ça colle. Il apprend le rythme des levées et couchers d'étoiles, les saisons de visibilité des planètes, les degrés, les minutes, toutes ces petites unités qui obligent à l'attention. C'est une sorte de gymnastique de l'œil et de la main. Et au bout de cet effort, il y a une récompense simple. Une prédiction qui tombe juste. Un croissant de lune qui apparaît à l'heure prévue. Une étoile qui franchit la graduation où elle devait passer. Et le fait de pouvoir prédire des phénomènes aussi complexes avec un papier et un crayon rend Copernic extrêmement enthousiaste. Les livres lui ouvrent aussi un autre monde.
Il rencontre sur le papier des savants qu'il ne croisera jamais dans sa vraie vie, mais qui deviennent des personnes proches, des personnes qui ont redessiné les mouvements des planètes pour que le système tienne. Copernic lit, recopie, annote, il voit que la Terre immobile et le grand ciel autour forment un modèle qui marche à peu près. Mais à chaque chapitre, il sent la petite gêne. Pourquoi faut-il autant de corrections pour faire marcher ce mécanisme censé être harmonieux? Pourquoi ces décentrements qui sauvent les apparences mais cassent la douceur de la géométrie? Cette gêne ne se transforme pas en révolte. Elle devient une question qui s'installe petit à petit au fond de lui et qui deviendra plus tard plus forte. Dans les salles d'études, il y a des maîtres qui font plus que transmettre. Ils savent raconter l'histoire des idées, expliquer d'où viennent les méthodes, qui les a affinées, qui les a critiquées. Copernic apprend autant de cette histoire que des figures tracées. Il voit qu'on peut respecter l'héritage et en même temps oser le modifier. Un professeur insiste sur la rigueur des démonstrations. Un autre pousse à regarder le ciel plutôt qu'à s'enfermer dans les pages. Un troisième explique que les instruments ne servent à rien si on ne sait pas quoi mesurer. Cette diversité de voix et de regards sur l'astronomie le forme à sa manière. Il n'adopte pas une école de pensée contre une autre. Il se fabrique une exigence personnelle. Chercher la simplicité sans sacrifier la précision. Ne pas se contenter d'un résultat qui tombe bien si l'idée derrière est tordue. Au fil des semestres, Copernic passe des bases à des questions plus fines. Il comprend la logique des arts libéraux, ce socle qui te donne des outils pour penser juste. La grammaire sert à lire les anciens sans trahir le sens. La logique nous apprend à ne pas se laisser piéger par des arguments qui sonnent bien mais qui tiennent mal. L'arithmétique et la géométrie musclent la tête et la main. Et à un moment, tout ça converge. L'astronomie devient le terrain où ces outils prennent une valeur concrète. Cracovie a fait son travail. Elle lui a donné une boîte à outils complète et l'envie d'aller voir plus loin. Plus loin, ça veut aussi dire plus large. Copernic comprend que l'astronomie est finalement un ensemble de plusieurs savoirs. Les calculs demandent des maths solides, les observations demandent une bonne compréhension du mouvement et du temps. Les calendriers sont un enjeu pour l'Église et pour les villes. Les éclipses et les conjonctions intéressent les médecins, les marins, les autorités. Et lui se dit qu'il ne peut pas rester seulement le gardien des tables et des schémas. Il veut toucher les sources, celles qui ne sont pas encore arrivées jusqu'à Cracovie. Les corps manuscrits, les bibliothèques qui sentent l'encre fraîche, il sent que son horizon doit s'ouvrir si ces questions doivent avancer. Ce passage lui a permis une montée progressive. On commence par apprendre à lire et à compter. Puis on s'aperçoit que lire et compter nous ouvre un passage vers une vision plus large du monde. Copernic fait exactement ce chemin. Cracovie lui a donné les fondations, désormais il a envie d'un étage de plus. Il rêve d'enseignants qui observent le ciel depuis des tours mieux équipées, de cours où l'on critique les théories avec des arguments frais, d'imprimeurs qui sortent des éditions nouvelles, des textes qu'il n'a vus qu'en copie. Il veut respirer l'air de ces villes où l'on discute la science, jusque tard dans la nuit. Alors, quand l'idée d'aller en Italie s'impose, ce n'est pas pour fuir Cracovie, c'est pour prolonger ce qu'il y a appris. C'est la suite logique d'un parcours lancé par un oncle qui misait tout sur l'étude, nourri par une université où le ciel n'était pas un décor, mais un problème à résoudre, guidé par des livres qui parlaient fort malgré les siècles. Cracovie lui a donné la langue et les outils. L'Italie lui donnera la scène et les rencontres. Mais ça, c'est l'étape d'après. Pour l'instant, retenons ceci. Avant d'être l'homme qui dira que la Terre bouge, Copernic a été l'étudiant qui a découvert que les chiffres, les figures et les étoiles pouvaient former une seule et même phrase. Une phrase qui n'était pas encore écrite, mais qu'il avait déjà envie de reformuler. Donc, en parlant d'Italie, quelques années plus tard, il part de Cracovie. Il arrive à Bologne, avec une valise d'étudiants et un projet prudent. Officiellement, il y vient pour étudier le droit canonique. Parce que, dans sa famille, on sait compter et on sait planifier une vie sûre. Une charge ecclésiastique garantit un revenu, un statut, la possibilité de poursuivre des travaux sans être obligé de gagner sa vie au jour le jour. Mais ce qui l'attire vraiment, ce n'est pas le code des procédures ecclésiastiques, et c'est l'air des villes italiennes. Ce bouillonnement d'idées où les livres circulent, où l'on parle mathématiques comme une langue vivante. Bologne
est une plaque tournante. Les salles d'études sentent l'encre fraîche et la cire des bougies. Les professeurs venus de partout commentent les textes anciens, on imprime des traités nouveaux et les ateliers d'outillage fabriquent des astrolabes et des cadrans que l'on n'aperçoit pas encore dans le Nord. Pour un jeune qui aime tracer des figures et mesurer des angles, c'est comme entrer dans un magasin d'instruments où tout est possible. Les cours de droit fournissent la sécurité, mais les discussions dans les couloirs, les échanges avec des humanistes, les rencontres avec des artisans savants vont ouvrir d'autres chemins. C'est là qu'il croise Domenico Maria Novara, un astronome expérimenté qui sait tenir une lunette et un quadrant, qui connaît la valeur d'une observation soigneuse. Novara n'est pas seulement un savant qui parle de la sphère céleste en abstrait. Il passe des nuits à mesurer les hauteurs des étoiles, à noter les instants précis où la Lune masque une étoile, à comparer le ciel réel avec les tables imprimées. Avec lui, l'astronomie devient un travail d'atelier, un assemblage précis d'outils et de gestes. Copernic se retrouve rapidement à ses côtés, apprenant à manipuler des instruments, à lire un cercle gradué, à consigner des positions avec patience et méthode. Ses premières observations ensemble sont moins des découvertes spectaculaires que des exercices d'exigence. Ils établissent des séries de mesures, répètent les mêmes opérations pour vérifier qu'un angle n'est pas un hasard, qu'une lecture instrumentale n'est pas biaisée par la fatigue. On apprend à régler une vis microscopique, à corriger l'horizon apparent, à compter les secondes avec la régularité d'un cadran. Ce souci du détail marque profondément Copernic. Il comprend que la vérité du ciel ne surgit pas d'une spéculation élégante, mais d'un geste répété et d'un chiffre partagé par d'autres observateurs. La ville, au-delà des observatoires improvisés, lui donne accès à des réseaux. Il rencontre des étudiants venus de partout, des marchands qui financent des livres, des imprimeurs qui ont en rayon des éditions des anciens et des commentaires récents. Il fréquente des ateliers où l'on grave des cercles en laiton, où l'on polit les miroirs des premières lunettes. Il discute avec des médecins, des juristes, des philosophes. Ces conversations lui apprennent à replacer l'astronomie dans une sorte de tissu social. Les tables servent à prédire les fêtes, à fixer les heures de prière, à orienter la navigation. Mesurer le ciel devient une activité concrète, utile, mais aussi sujette à révision quand les observations ne rentrent pas dans les calculs. Avec Novara, Copernic se confronte aussi aux limites des méthodes disponibles. Il constate que pour faire correspondre les prédictions aux positions réelles des planètes, il faut accumuler des ajustements. Ces manières de faire fonctionnent souvent, mais elles coûtent en simplicité et en clarté. On voit comment, derrière des dispositifs géométriques compliqués, se cache parfois une sorte de faiblesse conceptuelle. Il faut toujours bricoler des épicycles pour rattraper une erreur. Mais ça n'explique rien. Il n'y a pas de sens physique à ces épicycles. Ces soirées d'observation et de calcul forgent chez lui l'idée que la science doit tendre vers une explication plus nette, où la construction mathématique ne serait pas une rustine pour cacher l'approximation. La vie quotidienne en Italie l'a aussi changé. Les repas pris tard, les promenades dans les lieux couverts, la chaleur des dialogues publics, tout ça nourrit son sens de la curiosité. Il découvre des manuscrits difficilement accessibles ailleurs, des copies annotées, des versions latines et grecques côte à côte. Il apprend à reconnaître une édition fiable, à dresser la liste des variantes textuelles. Ses compétences en langue se révéleront cruciales pour plus tard, quand il faudra reprendre des textes anciens et les confronter aux observations. Autre chose l'habite pendant ces années, la conscience d'appartenir à une chaîne de savoir. Il n'invente pas à Bologne la science moderne d'un coup. Il s'insère dans un réseau de maîtrise et d'artisans. Il apprend des gestes, il emprunte des instruments, mais il y ajoute sa méthode de mathématicien exigeant. Là où d'autres acceptent des ajustements complexes parce qu'ils fonctionnent, lui commence à chercher la simplicité. Là où d'autres sont satisfaits d'un accord pratique entre calcul et observation, lui veut un principe unificateur. Quelque chose qui explique avec moins de pièces ce que l'on observe avec tant d'efforts. La rencontre avec Novara est décisive sur le plan humain. Novara, qui a déjà l'habitude de faire des relevés, enseigne sans grand théâtre la rigueur du terrain. Il montre que l'astronome doit être habillé à la fois avec sa plume et avec sa règle. La transmission est concrète. Novara transmet des carnets d'observation, des habitudes de notation, des façons de corriger une lecture faussée par la réfraction atmosphérique.
Copernic s'imprègne de ce style. Il garde des notes soigneuses et il développe une pratique où la théorie ne dépasse jamais le chiffre de l'observation. Pendant son séjour, il effectue aussi des voyages courts avec d'autres centres, échange des idées, prend la mesure d'une Europe où la géographie du savoir change vite. Il voit à l'œuvre la bibliothèque, les cercles des amis savants, les fêtes académiques où l'on débat en latin, de position céleste. Tout ça le rend progressivement moins timide devant l'idée d'interroger l'ordinaire. Il comprend qu'un clin d'œil aux anciens ne suffit pas. Il faut les relire avec des yeux neufs, armés d'un instrument et d'une patience de comptable. Enfin, Bologne le transforme sur un plan pratique. Il rentre vers une obligation ecclésiastique et familiale, avec un bagage de gestes, d'outils et d'amis. La combinaison de la sécurité fournie par le droit canonique et de la maîtrise des instruments lui permettra plus tard de travailler à son rythme, de collecter des observations, de réfléchir à des modèles alternatifs. Les années italiennes ne dévoilent pas encore la révolution copernicienne, mais elles lui donnent les clés pour la pensée. Maîtrise des instruments, familiarité avec les textes, exigence de la mesure et goût de la simplicité géométrique. Mais il faut se rendre compte que pendant ces années en Italie, il ne se contentait pas d'étudier les étoiles comme un passe-temps. Il se forme aussi à la médecine et ce choix en dit long sur qui il était et de l'époque où il vivait. La médecine à Padoue n'était pas une branche abstraite, c'était du concret. Il y apprenait à regarder, à ouvrir, à mesurer, à noter des différences subtiles entre un cœur qui bat normalement et un cœur malade. Et c'était l'école de l'observation systématique. Pour Copernic, apprendre l'anatomie, assister à des dissections, comprendre comment le corps humain fonctionne, ça développait la même rigueur que celle qu'il allait appliquer au mouvement des planètes. Mesurer, comparer, corriger des erreurs d'observation. Voilà le geste commun à la médecine et à l'astronomie. Et il y avait un autre lien encore plus direct. À la Renaissance, on croyait que les positions des astres influençaient la santé. L'astronomie servait parfois à la médecine pour fixer les heures de saignée ou pour interpréter des signes cliniques. Étudier les choses faisait sens. Ce n'était pas un paradoxe, mais une manière de joindre la pratique et la théorique. En même temps, Copernic s'inscrit dans un cadre religieux. Il devient chanoine. Il apprend des responsabilités ecclésiastiques qui lui donnent un statut et une sécurité matérielle. Être chanoine, ce n'est pas être prêtre. C'est un rôle administratif, intellectuel et médical aussi. Ça lui ouvre accès à des bibliothèques, à des correspondants, à des ressources financières et lui permet d'avoir du temps pour ses observations. C'est crucial. Sans cette protection ecclésiastique, il aurait peut-être été obligé de vivre d'un métier manuel et il n'aurait jamais pu consacrer des nuits entières au ciel. Son ordination et ses fonctions religieuses sont donc à la fois un devoir public et un cadeau privé. Elle le place entre deux mondes. Cette position entre l'Église et la science est délicate. À l'époque, l'Église commande des calendriers, des tables astronomiques, des calculs pratiques. Les hommes d'Église ont besoin d'astronomes pour fixer la date de Pâques ou pour améliorer l'art de la navigation. Pourtant, il existe aussi des courants conservateurs qui lisent le texte sacré à la lettre et voient d'un mauvais œil toute théorie qui bouleverse l'ordre cosmique traditionnel. Copernic connaît ça. Il sait que proposer un modèle où la Terre n'est plus au centre du monde, ce n'est pas une simple hypothèse mathématique. C'est une idée qui peut être perçue comme dangereuse. Alors il avance prudemment. Il tient un équilibre. Il remplit ses tâches ecclésiastiques, il soigne, il gère, il négocie pour son diocèse. Et il trouve, dans cette stabilité, la possibilité de poursuivre une pensée qui, si elle devait se heurter au pouvoir, pourrait mettre en péril sa vie et sa réputation. Puis il décide de revenir chez son oncle. Le retour en Pologne, sous la protection de son oncle, n'est pas un retrait, mais un choix stratégique. Son oncle, évêque influent, lui assure un point d'ancrage solide. Il peut mener des relevés, écrire, corriger, sans être broyé par des obligations mondaines ou par la nécessité d'un salaire incertain. Sa position en tant qu'homme d'église lui impose des tâches concrètes. Administrer des propriétés, s'occuper des finances du diocèse, parfois servir de médecin pour la communauté. Mais ces obligations rythment aussi sa vie et lui laissent des fenêtres de liberté. Les nuits d'hiver, quand les comptes sont faits et que les visites sont terminées, il sort pour observer la course des étoiles, avec la même méticulosité qu'il appliquait à un diagnostic médical.
Et puis, il y a la question du choix moral et intellectuel. Pour beaucoup, être homme d'église et penseur libre, c'est choisir entre deux fidélités incompatibles. Copernic, lui, ne tranche pas brutalement. Il ne se dresse pas contre l'église. Il travaille à l'intérieur du système. Il profite des ressources de l'église pour avancer ses idées et il retient la parole quand il sent que le moment n'est pas venu. Cette façon de procéder lui permet de développer une théorie profondément subversive en apparence, tout en restant en apparence un ecclésiastique loyal. C'est une tactique de survie, mais aussi une posture intellectuelle. Il croit que la vérité se révèle par le travail patient, par la construction progressive d'un modèle solide, et non par la provocation. Enfin, ce passage entre science et église nous dit quelque chose sur la culture de la Renaissance. Les figures de cette époque ne sont pas partagées en cases étanches. Ils sont médecins, théologiens, astronomes, administrateurs. Parfois tous à la fois. Copernic incarne cette polyvalence. Sa formation médicale l'a rendu attentif aux faits. Son statut ecclésiastique lui a donné le calme et les moyens pour penser. Et sa curiosité l'a poussé à transformer des relevés pratiques en une vision radicale du cosmos. Le choix de rester dans l'Église n'était pas une trahison de la science, ni une capitulation devant l'autorité. C'était un moyen de faire de la science d'une manière durable. D'ailleurs, ce que j'ai pas encore dit, c'est que quand Copernic s'installe à Frombork pour rejoindre son oncle, on pourrait croire que c'est une sorte d'exil. En réalité, ce choix est logique, presque stratégique. Frombork, c'est une petite ville fortifiée posée au bord de la mer Baltique, loin des grandes capitales, mais au cœur du diocèse de son oncle. C'est un lieu religieux avant tout, avec sa cathédrale et ses chanoines. Mais c'est aussi un centre administratif. Et donc, comme vous avez pu le deviner, pour Copernic, c'est la garantie d'une place, d'un revenu et d'une stabilité. Et ce cadre, qui peut sembler limité en infrastructure, va devenir son laboratoire. Parce qu'à Frombork, il n'est pas écrasé par la compétition d'une grande université italienne, ni par le poids d'une cour royale. Il est entouré de silence, d'air froid, de nuit claire. C'est dans cette petite ville qu'il aura la liberté de regarder le ciel comme personne d'autre. Et il faut bien se dire que c'est une ville isolée. Mais son installation à Frombork ne signifie pas qu'il est retiré du monde. Bien le contraire. En tant que chanoine, il prend des responsabilités qui dépassent la sphère religieuse. On lui confie la gestion de terres, de revenus, d'hôpitaux, parfois même la résolution de conflits entre paysans et seigneurs locaux. Copernic se retrouve en première ligne des affaires économiques et politiques de la région. Il tient les comptes, surveille les récoltes et gère les impôts. C'est un travail quotidien, concret, qui ne laisse rien au hasard. Et ce rôle d'administrateur, loin d'être une simple corvée, lui donne aussi un entraînement intellectuel précieux. Apprendre à jongler avec des chiffres, des équilibres, des rapports de force. Ça peut sembler très loin des étoiles, mais en réalité, ça l'oblige à manier la logique, à chercher les solutions pratiques dans un monde complexe. Un exercice mental qui nourrit indirectement sa rigueur scientifique. Et puis, il y a la dimension politique, et c'est aussi une place frontière. La Pologne et l'ordre teutonique, qui appartient à la Prussie, qui est l'actuelle Allemagne, sont en tension permanente. Copernic se retrouve impliqué dans ces rapports de force, parfois comme conseiller, parfois comme négociateur. On oublie souvent que cet homme, qu'on imaginait enfermé dans sa tour à dessiner des cercles, a aussi des responsabilités de diplomate. Il participait aux discussions sur les frontières, sur la défense du territoire, sur la stabilité des institutions. Cette expérience politique l'a mis en contact avec les réalités du pouvoir, avec la lenteur des décisions collectives, avec les compromis nécessaires. Tout ça, ça nourrit sa patience. Cette même patience qui sera essentielle dans la recherche scientifique. Mais on peut se demander, avec toutes ces tâches administratives, quand trouvait-il le temps de penser à l'univers? La réponse, c'est qu'il avait peu de temps, mais il l'utilisait à fond. Ses fonctions lui imposaient des journées remplies, parfois monotones, mais elles lui assuraient aussi une vie stable, un toit, des ressources, une place dans la société. Et dans les interstices de ce quotidien, il plaçait ses observations. Les nuits d'hiver, il montait sur les remparts pour observer les planètes. Il notait leur position, il comparait avec les tables existantes, il repérait leur décalage. Ses journées étaient consacrées aux affaires terrestres et ses nuits aux affaires célestes. C'est ce double rythme qui rend son œuvre si particulière. Un compromis entre les besoins du monde et la quête de vérité.
Il faut aussi parler de son rapport à la médecine à Frombork. Même s'il n'était pas médecin officiel, il avait acquis assez de connaissances à Padoue pour soigner. On raconte qu'il s'occupait des chanoines malades, qu'il conseillait sur les régimes alimentaires, qu'il aidait pendant des épidémies. Sa formation médicale trouvait donc une application directe au service de sa communauté. Et là encore, on voit la même logique. Observer, diagnostiquer, chercher des régularités, corriger ses hypothèses. Que ce soit dans un corps humain ou dans le ciel. Copernic absorbe la réalité avec la même méthode. Cette vie à Frombork, on pourrait la résumer comme une tension constante. D'un côté, il devait gérer ses problèmes très concrets, des litiges sur les terres, des tensions avec des chevaliers teutoniques, des finances à équilibrer. De l'autre, il avait dans la tête un projet immense, refonder la vision du cosmos. Et c'est justement cette tension qui donne à son œuvre toute sa valeur. Parce qu'il n'était pas un savant coupé du réel. Il connaissait la dureté de l'administration, la lourdeur des institutions, les exigences de la vie quotidienne. Et malgré tout, il trouvait un espace de liberté pour faire surgir une idée radicalement nouvelle. En fait, c'est peut-être ça qui rend son histoire si forte. Si Copernic avait été un astronome professionnel, payé uniquement pour observer, son travail aurait pu sembler une suite logique. Ce contraste, cette coexistence entre les contraintes terrestres et l'ambition cosmique, c'est ce qui donne à sa révolution une dimension presque poétique. On peut imaginer Copernic assis à son bureau entouré de registres de comptes et de papiers administratifs, levant les yeux vers une petite ouverture et notant en marge un calcul sur la position de Mars. Et c'est ça qui fait la grandeur de Frombork, selon Copernic. Ce n'était pas une prison ni un monastère isolé, c'était un lieu où la terre et le ciel se rejoignaient dans la vie d'un seul homme. La première fois que Copernic commence vraiment à étudier plus en profondeur le ciel, c'est avec des doutes qui lui tournent dans la tête, quand il compare les tables et les positions qu'on trouve dans les catalogues. Le modèle de Ptolémée, celui qu'on utilisait depuis des siècles, béni par les autorités et par l'habitude, paraît de plus en plus bricolé quand on le regarde de près. Les planètes ne suivent pas des cercles propres et réguliers comme on voudrait nous le faire croire. Pour coller aux observations, on a empilé des épicycles sur des épicycles. On a inventé l'écan, cet artifice mathématique qui dit, en gros, que le centre d'un mouvement n'est pas toujours le centre du cercle. Copernic voit clairement que ces astuces rendent le système lourd et peu élégant. Et ce qui l'agace, c'est pas seulement que les prévisions soient imparfaites, c'est que la logique interne du modèle semble brisée. On promet une physique fondée sur l'harmonie des cercles et on finit par tricher pour faire tenir les chiffres. C'est là qu'il commence à imaginer autre chose. Ses premières notes sont comme des griffonnages obsessionnels, des carnets où se mêlent géométrie, observation et petits calculs mathématiques. Il ne jette pas tout dans un livre. Il écrit des feuillets courts qu'il circule au compte-gouttes entre les amis et quelques correspondances avant. Ces textes préliminaires servent à déclencher des idées sans déclencher tout de suite un tollé. On y trouve l'esquisse d'un nouveau modèle. Si on place le Soleil au centre plutôt que la Terre, plusieurs mouvements compliqués deviennent beaucoup plus simples à expliquer. Les rétrogradations planétaires, ces moments où Mars ou Jupiter semblent reculer dans le ciel, ne sont plus des astuces mathématiques incompréhensibles et dénuées de sens physique. Ils se montrent comme un simple jeu d'ombre entre orbites. Dans ces manuscrits, on lit aussi ses efforts pour donner une valeur numérique aux choses, pour transformer une intuition en calcul. Il prend des données existantes, il pratique de la trigonométrie rustique, il corrige, il note les écarts. Ces brouillons, minuscules et précis, seront la base de tout ce qu'il écrira plus tard. Quand il commence à construire son modèle héliocentrique, il ne fait pas un bond moderne vers Kepler ou Newton. Sa version est encore très liée aux idées antiques, sur la perfection des cercles. Il garde l'idée que les corps célestes doivent se mouvoir selon des cercles uniformes. Et ce choix l'oblige à conserver des épicycles pour coller aux mesures. Dit autrement, son système remet le Soleil au centre et donne à la Terre 2 mouvements au lieu d'un. Une rotation quotidienne sur elle-même et une révolution annuelle autour du Soleil. Le résultat explique d'un coup la succession des saisons et les mouvements apparents des étoiles et des planètes. Et il rend l'ensemble plus symétrique. Mais il ne résout pas tous les problèmes pratiques. Les trajectoires restent composées. Il faut encore ajuster les rayons et ajouter quelques épicycles. Ce n'est donc pas la version finale et parfaite qu'on imagine souvent.
C'est une proposition qui change radicalement la perspective tout en restant prisonnière de certaines contraintes mathématiques de l'époque. La grande nouveauté de Copernic, ce n'est pas une prédiction miraculeuse qui tombe du ciel. C'est un renversement de point de vue. Il faut se rendre compte qu'à l'époque, c'était inimaginable. C'est comme si on nous disait qu'il y a de la vie complexe sur la Lune. C'est fou, mais c'est novateur. Bon, évidemment qu'il n'y a pas de traces de vie complexe sur la Lune, c'était pour l'exemple. Mais Copernic montre que beaucoup de phénomènes se comprennent simplement si on imagine que la Terre bouge. La rétrogradation des planètes, par exemple, devient une illusion de perspective. La différence de vitesse entre les orbites explique pourquoi certaines planètes paraissent plus brillantes à certains moments. Et la simplicité conceptuelle gagne du terrain face au bricolage d'autrefois. Il met tout ça par écrit. Il construit des tables, il s'efforce de rendre son modèle calculable. Et pourtant, il reste prudent. La réaction de son entourage immédiat est mesurée et variée. Parmi ses pairs et quelques correspondants, il récolte de l'intérêt curieux. Souvenez-vous, je vous avais dit qu'il avait envoyé quelques résultats à quelques personnes proches. Eh bien, on a la réponse. Il récolte de l'intérêt curieux parce que l'idée est nette, élégante et mathématiquement séduisante. Mais par contre, il y en a d'autres qui sont sceptiques. Non pas toujours par dogme religieux, mais parce que la nouvelle théorie, bien qu'élégante, n'améliore pas forcément les prédictions pratiques, sans ajustement supplémentaire. Et il y a aussi la gêne sociale. Proposer que la Terre bouge, ce n'est pas seulement changer de diagramme, c'est renverser une image du monde qui a des implications philosophiques et théologiques. Et Copernic le sait. Il sait aussi que la publication massive peut provoquer des débats. Alors il préfère d'abord échanger à voix basse, vérifier, peaufiner, laisser mûrir ses calculs. Ses réactions initiales, entre enthousiasme poli et réserve prudente, pousseront Copernic à retarder la grande parution, à affiner ses chiffres et à ne livrer son œuvre complète qu'après des années de travail. C'est dans ces hésitations, dans ces discussions discrètes, que naît lentement la révolution. Ces observations, c'est presque un travail d'orfèvre, parce que quand on vit au XVIe siècle, on n'a pas de télescope pour confirmer ses intuitions, pas de satellite pour mesurer des orbites au millimètre près. On a juste ses yeux, des instruments rudimentaires et beaucoup de nuits passées à scruter le ciel, glacé du nord de la Pologne. Et Copernic a tenu ce rythme pendant des décennies sans relâcher. Il note les positions des planètes, les compare d'une année à l'autre, relève les moments où elles paraissent ralentir ou reculer. Chaque petit décalage devient une pièce de puzzle qu'il range dans sa tête et qu'il note sur ses carnets. Ça peut sembler ingrat, observer Mars soir après soir et constater que le mouvement colle plus ou moins avec ce que disaient les tables antiques, mais pas complètement. Pourtant, c'est dans ces écarts minuscules qu'il voit une incohérence profonde. Et il ne lâche rien. Il revient, il recommence, il affine. C'est un travail de longue haleine qui demande autant de discipline que la curiosité. À force d'accumuler des données, il ajuste petit à petit son modèle. Son idée de base reste la même, que la Terre tourne autour du Soleil, mais la manière de le représenter évolue. Au départ, son schéma est un peu brut, trop idéal. Alors il rectifie les rayons, modifie l'inclinaison des orbites, ajoute ou retire des cercles secondaires pour que ses calculs collent mieux aux réalités observées. Il avance pas d'un bloc, mais avance par retouches successives, pour perfectionner son modèle. Son perfectionnisme fait que son système reste longtemps dans ses tiroirs, parce qu'il n'est jamais totalement satisfait. Il veut que ça tienne, que ce soit cohérent, et pas que ça s'écroule dès qu'on le teste sur une planète capricieuse comme Mercure. Pendant qu'il ajuste son modèle, Copernic n'est pas isolé du monde savant. Certes, il vit loin des grands centres intellectuels, mais il échange avec quelques personnes qui peuvent être intéressés par ses idées. Il discute et échange, donc notamment par lettres. Ses correspondances sont essentielles. Elles lui permettent de tester ses idées sans les crier sur les toits. Donc d'être discret parce qu'il sait que ses idées ne vont pas plaire à tout le monde, voire même lui attirer des ennuis. Dans ses échanges, il glisse des arguments. Il partage des calculs. Il veut connaître les réactions. Certains savants, comme je vous l'avais déjà dit, trouvent ces hypothèses encore élégantes. D'autres sont plus dubitatifs. Mais tous comprennent qu'il y a quelque chose d'énorme. Cette discussion, même discrète, nourrit son travail et l'aide à peaufiner ses démonstrations. C'est une manière d'avancer prudemment, comme quelqu'un qui veut mesurer la température de l'eau avant de plonger complètement. Et puis,
il y a cette fameuse diffusion discrète de ses idées. Avant de publier son grand ouvrage, il rédige un petit résumé, un genre de condensé appelé Commentar Iolus. Ce texte n'est pas imprimé à grande échelle, il circule sous forme manuscrite, de main en main, seulement auprès de quelques proches. Mais il a un rôle crucial. Il sert d'une sorte de ballon d'essai, un peu comme pour tester la température. Dans ce résumé, Copernic expose les grandes lignes de son système héliocentrique, sans entrer dans tous les détails techniques. C'est une manière de préparer le terrain, de voir si ses contemporains sont prêts à entendre une proposition aussi renversante. Ce petit document, qui n'a pas l'air de grand-chose, va en réalité semer une graine qui mettra du temps à pousser, mais qui changera le cours de l'histoire des sciences. Ce qui est fou, c'est que tout ce processus s'étend sur des décennies. Copernic n'a jamais la pression de la célébrité ou de la course à la publication. On rappelle qu'il est un homme d'église et donc il n'a pas vocation à être scientifique. Il avance lentement avec une prudence extrême, conscient que son idée est explosive et surtout révolutionnaire. En même temps, il veut être sûr de lui. Il veut que son modèle tienne debout face à toutes les objections. Alors, il observe, il ajuste, il échange, il résume. C'est une lente maturation, presque silencieuse, loin du tumulte. Mais c'est ce silence obstiné qui fait naître l'une des plus grandes révolutions intellectuelles de l'histoire. À ce moment de sa vie, Copernic a déjà passé des décennies à réfléchir, à observer, à tester son modèle. Il a tout dans la tête et sur ses carnets. Mais il n'a encore rien vraiment publié de façon officielle. Et autour de lui, ses proches commencent à s'impatienter, parce qu'ils voient bien que son idée n'est pas juste une intuition brillante. C'est une théorie construite, argumentée, avec des années de boulot derrière. Ses amis, ses collègues et même certains érudits qui ont pu lire son petit résumé lui mettent la pression. Ils savent que ce qu'il a entre les mains peut tout changer. Et ils craignent qu'il emporte ça dans sa tombe si jamais il attend trop. À l'époque, la science se transmet beaucoup par des livres et sans publication. Un travail reste une sorte de secret personnel. Alors ses proches le poussent, parfois avec insistance, à franchir le pas. Mais Copernic hésite. Pas parce qu'il doute de ses calculs, mais parce qu'il mesure parfaitement le choc que ça représente. Dire que la Terre tourne autour du Soleil, c'est pas juste corriger une équation. C'est remettre en question une vision du monde vieille de plus d'un millénaire. C'est contredire Aristote, Ptolémée, et tout un système philosophique et religieux qui repose sur l'idée que la Terre est au centre, que l'homme est au centre. Alors forcément, il a peur. Il sait qu'il ne peut pas lancer une bombe pareille sans précaution. Et ça explique pourquoi il attend si longtemps avant de se lancer dans la rédaction de son grand ouvrage. Finalement, ce moment arrive, et il se met à écrire ce qui deviendra De Revolutionibus Orbium Coelestium, qui signifie des révolutions des sphères célestes. Ce livre, c'est comme le condensé de toute sa vie. À l'intérieur, il ne balance pas juste son idée brute. Il construit un système complet. Il décrit les mouvements des planètes, il explique comment son modèle héliocentrique permet de résoudre les incohérences qu'on traînait depuis des siècles. Il y a des schémas, des calculs, des démonstrations précises. C'est un travail à la fois théorique et pratique, mais surtout minutieux. Parce qu'il montre que son modèle colle mieux avec la réalité que celui de Ptolémée. Et surtout, il ne le présente pas comme une hypothèse folle, mais comme une proposition sérieuse, méthodique, presque sage. Et ce qui frappe dans cet ouvrage, c'est à quel point il fait attention à la manière dont il formule les choses. Copernic choisit ses mots avec une prudence incroyable. Il ne dit pas « voilà, j'ai raison et tout le monde avant moi avait tort ». Il présente son modèle comme une hypothèse utile pour mieux comprendre le ciel, presque comme un outil de calcul pratique. C'est une stratégie. Il se protège en minimisant la portée philosophique et religieuse de ce qu'il avance. Mais en réalité, tout le monde comprend bien que ce qu'il dit est vrai. Alors, ça change absolument tout dans la façon dont on pense la place de l'homme dans l'univers. Ses hésitations ne disparaissent pas pour autant. Même en rédigeant, il a des moments de doute. Pas sur le fond scientifique, mais sur les conséquences. Est-ce que son livre va être rejeté? Est-ce qu'il va être critiqué, voire censuré? Est-ce qu'on va l'accuser de folie ou pire, d'hérésie? Ces questions le hantent, et c'est probablement pour ça qu'il met tant de temps à finaliser son manuscrit. Et c'est pas seulement une question de calcul à vérifier, c'est une question de survie sociale et intellectuelle.
En même temps, Copernic n'est pas seul dans ce dilemme. Ceux qui l'encouragent à publier savent aussi qu'il risque gros. Mais ils pensent que c'est nécessaire et que ça vaut le coup, pour les implications que ça peut engendrer. Pour eux, son livre n'est pas seulement une avancée scientifique, c'est une étape nécessaire pour sortir la connaissance des carcans trop rigides. Et petit à petit, cette pression bienveillante, cumulée à sa propre envie de voir son travail reconnu, finit par le convaincre. Alors il écrit avec minutie, avec retenue. Mais il écrit. Et ce livre, qu'il aura longtemps gardé comme une bombe à retardement, va finir par sortir, juste à la fin de sa vie. Quand enfin De Revolutionibus est publié, c'est presque une petite révolution en soi. On est en 1543, et à cette époque, faire imprimer un livre n'est pas comme aujourd'hui. C'est un vrai parcours long et complexe. Déjà, il fallait trouver un imprimeur prêt à prendre le risque. Et ensuite, on ne sortait pas des milliers d'exemplaires d'un coup. C'est un travail artisanal, lent, où chaque page était composée ligne par ligne, caractère par caractère, sur des presses rudimentaires. Le livre de Copernic a été imprimé à Nuremberg, un centre intellectuel important connu pour être un lieu de diffusion d'idées nouvelles. Et même si ça pouvait paraître loin de la Pologne, c'était probablement le meilleur endroit pour donner à son ouvrage une chance d'exister dans les cercles savants. Mais il faut bien comprendre une chose, Copernic n'a pas supervisé de près cette impression. Il raconte qu'il aurait reçu un exemplaire de son livre juste à la fin de sa vie sur son lit de mort. Et il n'a donc jamais pu voir ni contrôler les réactions qu'il allait provoquer. Il meurt en mai 1543, probablement d'une attaque cérébrale. En gros, il disparaît pile au moment où son idée entre dans le monde. C'est presque ironique, il a attendu toute sa vie pour livrer sa théorie et il meurt avant d'en avoir les conséquences. Mais alors, c'est quoi ces conséquences? Eh bien, elles sont loin d'être immédiates. La première réception est assez tiède. Pourquoi? Parce que ce livre est dense, compliqué, très technique. C'est un gros volume bourré de maths, de démonstrations et de schémas. C'est pas vraiment le genre d'ouvrage qui passionne les foules. Résultat, seuls quelques savants s'y plongent vraiment. Et les réactions sont partagées. Certains trouvent que le modèle est intéressant, qu'il résout des problèmes connus, comme celui des rétrogradations. D'autres trouvent que ça reste trop spéculatif, qu'il n'y a pas assez de preuves concrètes, et qu'au fond, c'est peut-être juste une construction mathématique pratique, pas une vérité sur le monde. L'Église, de son côté, ne réagit pas immédiatement avec violence. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas eu un bûcher ou une condamnation directe dès la sortie du livre. Dans tous les cas, il est mort peu de temps après. Beaucoup de religieux instruits de l'époque étaient eux-mêmes passionnés d'astronomie. Et certains trouvaient même ce modèle élégant. Mais très vite, un malaise s'installe. Parce que si on prend l'héliocentrisme au sérieux, ça remet en cause l'idée que la Terre est au centre de la création. Et ça touche directement à la théologie, à la manière dont on lit la Bible. Du coup, ce livre circule, mais dans une sorte de zone grise. On en parle, mais sans trop en parler. On l'étudie, mais souvent en le présentant comme une hypothèse de calcul, pas une description réelle de l'univers. Il y a même un détail assez important, au tout début du livre, l'éditeur a ajouté une préface anonyme, probablement sans l'accord direct de Copernic, où il est écrit que ce modèle doit être pris comme une simple hypothèse mathématique, un outil de travail et pas une vérité cosmologique. En gros, c'était une manière de calmer le jeu. Ça permettait de dire « Vous inquiétez pas, c'est pas une attaque contre la foi, c'est juste une méthode de calcul plus pratique. » C'était bien pensé, mais ça montre bien la prudence qui entourait la publication. Au fil des années, le livre commence à circuler dans les milieux savants. Mais pas beaucoup plus loin. Ce n'est pas une bombe médiatique, c'est plutôt une étincelle lente. Quelques astronomes l'adoptent, d'autres l'ignorent, et la plupart continuent d'utiliser le système de Ptolémée par habitude. Mais faut dire que l'héliocentrisme de Copernic à l'époque n'explique pas encore tout. Par exemple, il garde des cercles et des épicycles parce qu'il n'y a pas les lois de Kepler pour corriger son modèle. Son système reste donc imparfait, même s'il est plus cohérent. La mort de Copernic joue aussi un rôle énorme dans cette histoire. Parce qu'en disparaissant, juste au moment où le livre sort, il échappe de ce qu'il arrivera plus tard à Galilée. Galilée, lui, défendra l'héliocentrisme publiquement, avec ses observations à la lunette. Et il finira jugé, condamné, humilié. Copernic, lui, meurt avant que la polémique explose vraiment.
Son livre existe, il circule, mais lui n'est plus là pour en assumer les conséquences. C'est à la fois une stratégie et une protection. Tragédie parce qu'il n'a jamais vu son idée triompher, protection parce qu'il n'a jamais eu à subir les attaques violentes qui allaient tomber sur ses héritiers intellectuels. Et c'est là que ça devient intéressant. Copernic a ouvert la porte, mais il n'a pas franchi le couloir. Ce sont les générations suivantes qui vont devoir se battre pour imposer l'héliocentrisme comme une réalité, dont Galilée. Lui, il a fait la première étape, celle la plus difficile, poser noir sur blanc une idée radicale. Pendant les années d'observation et de calcul de Copernic, il a pu échanger, discuter, partager certaines de ses idées avec des proches. Et ce sont eux qui vont reprendre le flambeau. Un des premiers relais, c'est un élève et disciple de Copernic, George Joachim Rheticus. C'est un jeune mathématicien autrichien qui, séduit par les idées de son maître, avait déjà publié un petit résumé du système héliocentrique avant même la sortie du grand ouvrage. Ce résumé, appelé Narratio Prima, c'est la première fois que l'héliocentrisme de Copernic est mis à la portée d'un plus large public savant. Rheticus croyait vraiment à ce modèle. Il avait un rôle essentiel: faire connaître ses idées, convaincre les sceptiques et montrer que ce n'était pas juste une curiosité intellectuelle. Sans lui, c'est possible que le travail de Copernic ait mis encore plus de temps à sortir de l'oubli. Mais Rheticus n'est pas le seul. D'autres correspondants de Copernic, des savants dispersés dans l'Europe de la Renaissance, avaient déjà entendu parler de ces calculs. Certains y voyaient un outil pratique pour simplifier les modèles trop lourds de Ptolémée. D'autres, par contre, vous l'avez compris, restaient encore dubitatifs. Comment croire que la Terre, ce sol ferme sous nos pieds, puisse tourner sur elle-même et tourner autour du Soleil? Ça allait à l'encontre du bon sens et de la tradition. Les débats qui suivent ne sont pas seulement scientifiques, ils sont aussi philosophiques, voire spirituels. Accepter l'héliocentrisme, ce n'était pas juste changer de modèle astronomique, c'était changer la place de l'homme dans l'univers. La réception est donc fragile. Le modèle héliocentrique de Copernic commence à circuler, mais toujours dans des cercles restreints. On en discute un petit peu dans les universités, dans les cercles humanistes et entre les astronomes. En fait, au début, c'est surtout un sujet de débat. Est-ce que ce modèle doit être pris au sérieux comme une description réelle du cosmos, ou est-ce juste une méthode de calcul pratique? Eh bien, cette distinction, elle va peser lourd pendant des décennies. Beaucoup vont l'adopter comme le modèle, comme si le Soleil était au centre, parce que ça simplifie les calculs tout en continuant à croire, au fond, que la Terre est immobile. Mais malgré ces résistances, une graine est plantée. Les mentalités commencent à bouger, lentement. L'idée que la Terre n'est pas au centre absolu gagne du terrain. Surtout chez les jeunes savants plus ouverts aux nouveautés. Le système de Copernic devient un point de référence, un sujet incontournable des discussions sur l'astronomie. Et même si la majorité reste attachée à Ptolémée, l'équilibre est rompu. Désormais, il y a un doute, une alternative possible. Et ce doute, eh bien, il va grandir au fil des années. Et ce qui est fascinant, c'est que cet héritage immédiat ne ressemble pas à une explosion, parce que ça s'est fait assez lentement, contrairement à l'espace-temps d'Einstein par exemple. On ne renverse pas des siècles de certitude en quelques mois. On avance par petites touches, par conversation, par échange de lettres. Et c'est ce mouvement souterrain qui va petit à petit préparer le terrain pour les figures plus tardives, comme Tycho Brahe, Kepler ou Galilée, qui donneront toute sa force au modèle copernicien. Donc si on regarde la vie de Copernic dans son ensemble, on se rend compte que ça commence de manière assez banale. Un enfant, une petite ville de Pologne, qui suit les études qu'on attend d'un garçon bien né de son époque. Il apprend langue, sciences, médecine, droit et devient chanoine à Frombork. Dit comme ça ressemble au parcours d'un savant tranquille, qui jongle entre ses devoirs religieux, ses tâches administratives et un peu de recherche quand il a le temps. Rien qui laisse penser qu'il va secouer toute la représentation de l'univers de l'époque. Et pourtant, c'est ce qu'il construit dans le silence de sa tour d'observation qui va changer le monde. Ses nuits passées à regarder les étoiles, ses calculs interminables, ses manuscrits discrets, tout ça a fini par donner naissance à une idée qui renverse l'ordre établi. Ce n'est pas la Terre qui est au centre, mais le Soleil. Et cette idée, à elle seule, a suffi à bousculer des siècles de croyances, des traditions et même des convictions religieuses. Donc c'était un savant patient, prudent, qui doutait, qui hésitait et qui cherchait la meilleure manière de présenter ses découvertes sans déclencher une tempête. Sa vie est faite de devoirs, de compromis, de responsabilités parfois lourdes. Et au milieu de tout ça,
il a gardé cette passion pour comprendre le ciel. Et c'est cette persistance tranquille qui a fini par bouleverser notre vision du monde. Et ce qu'on retient de son parcours, c'est aussi la leçon sur la lenteur des révolutions intellectuelles. Les idées de Copernic n'ont pas fait exploser la pensée européenne du jour au lendemain. Ils ont mis des décennies, voire des siècles, à s'imposer complètement. Il a fallu passer par les calculs de Kepler, les observations de Galilée et les synthèses de Newton pour qu'on accepte ça. Comme si le génie de Copernic avait besoin d'un long écho collectif pour vraiment porter ses fruits. Copernic a choisi de ne pas crier trop fort son idée, de la présenter avec douceur, presque comme une hypothèse parmi d'autres. Cette hésitation, ça l'a sans doute protégé d'un destin similaire à celui de Galilée, qui a été jugé par l'Inquisition et condamné publiquement. Et d'ailleurs, Galilée, donc vraiment l'histoire qui va suivre, eh bien j'en ai déjà parlé sur la chaîne. La vidéo est juste ici, vous pouvez cliquer là. Et sinon, je vous mets une playlist là, vous pouvez lancer sans prise de tête, vous allez forcément tomber sur une vidéo qui vous plaît. Ma chaîne divertissement avec mon pote Léo, Zebro Léo, allez la voir, allez vous abonner, allez voir ce qui se fait. C'est vraiment différent de ce que je fais sur cette chaîne. Et vous pouvez cliquer ici sur ma tête pour vous abonner. C'est gratuit, ça fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. C'était Zebro Léo, on se retrouve bientôt. À bientôt.